Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission d'inspirer les entrepreneurs à mettre ou remettre leur santé au cœur même du business plan. Dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Georges-Alexandre Hanin qui au départ pratiquait le sport surtout comme un loisir de détente, pouvoir rencontrer des amis, pouvoir faire la fête. Vous allez découvrir que petit à petit, il a pu transcender une blessure pour transformer sa pratique du sport en un véritable moyen de se surpasser. Vous allez découvrir comment il a perdu 20 kilos, comment il a réussi à courir son premier trail en montagne et comment cet entraînement, cette transformation lui a permis d'améliorer sa manière de gérer son entreprise. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, à liker, à partager. Et si vous avez des questions, posez-les directement dans les commentaires ou adressez-vous à mon invité. Et en attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Georges-Alexandre, comment vas-tu aujourd'hui? Salut David, ça va et toi? Écoute, ça va très très bien. Très heureux de t'avoir aujourd'hui pour cette interview dans le podcast qui se veut inspirer les entrepreneurs à remettre leur santé au cœur même de leur business plan. Et donc, Oui, est-ce que tu me permets de revenir sur quelques éléments de ta carrière, de ta vie? oui, avec plaisir. Et donc, tu as partagé avec moi que tu étais né en plein vague de froid à Liège, hein, dans le début des années 80, mais très vite, tu es parti, tu as suivi la famille dans un pays beaucoup plus chaud, puisque Oui, tu as grandi jusqu'à tes 9 ans à Kinshasa. exactement. Voilà, et à l'époque, tu faisais un peu du golf jusqu'au moment où vous êtes revenu en Belgique. Et Oui, là, au-delà d'un changement, j'imagine, à 9 ans, hein, moi avec les enfants, on est parti de Belgique il y a un an, ils ont 6 et 14 ans, toi tu en avais 9, mais le changement entre Kinshasa et Bruxelles est beaucoup plus important qu'entre Bruxelles et Ottawa. Et là, est-ce que tu t'es mis tout de suite à refaire un peu de sport ou est-ce qu'il a fallu un petit temps d'adaptation? Comment ça s'est passé à 9 ans pour toi, le fait d'arriver comme ça pour un petit bout dans un pays totalement différent? oui, j'ai très peu de souvenirs en fait de cette époque-là. C'est assez contradictoire parce qu'à 9 ans, normalement, on a beaucoup de souvenirs. C'est une époque qui est assez faste dans la vie d'un enfant. On s'éclate, on s'amuse. Enfin, je vois les miens, mes enfants qui ont 13, 10 et bon, après, ils sont un peu plus petits, 4 et 3. Mais je vois ma fille qui a 10 ans, enfin bientôt 11. Et il y a 2 ans, ça bougeait, c'était dans tous les sens, c'était des souvenirs, etc. Donc c'est assez fou. Et moi, pas grand-chose. En C'est ça. fait, je ne me souviens pas très bien de cette période-là. Je ne me souviens pas du moment, par exemple, où mes parents m'ont appris que je n'allais pas retourner à Kinshasa. Parce qu'en fait, j'ai quitté au mois de juin. Et je pensais retourner faire ma quatrième primaire là-bas, et je ne suis pas retourné. Ok. Ce que je peux dire, c'est que j'ai été balancé dans une nouvelle école. Je me souviens du professeur que j'avais, Francis Barra, pour le nommer. C'était un chouette prof, c'était une chouette classe. Mais voilà, j'ai pas de souvenir de cette transition. Euh, Au niveau sportif et activité, donc moi je jouais vraiment beaucoup au golf à Kinshasa. C'était assez facile pour nous. En fait, à Kinshasa, on avait école que le matin. L'école terminait à midi et demi. On commençait tôt le matin, vers 7 heures, 7 heures, 7h30. Et donc, l'après-midi, j'avais vraiment du temps pour moi. Et en fait, quand mon père s'est retrouvé seul après le divorce avec ma maman, il savait pas, je ne sais pas s'il savait pas quoi faire ou s'il avait envie que je joue au golf, mais il a coupé ses clubs et il m'en a donné deux C'est ou ça. trois, un fer 7 et un putter, je crois, pour démarrer. Et il m'a dit, voilà, va rencontrer tel monsieur à tel endroit. J'avais un petit papier hein, avec mon nom dessus, je crois, que je devais donner à un monsieur qui m'a dit. Et là, j'ai commencé et je jouais tous les après-midi. C'est ça. Donc, en moyenne, je jouais 15 heures par semaine, plus ou moins en golf. Et ça a duré 3 ans. Oui, Et parce quand qu'à je suis revenu, à pardon? Bruxelles, tu ne pouvais plus faire ça, hein. Non, et donc à Oui, les Bruxelles, quand je suis après-midi. revenu, non, j'habitais un peu en dehors de Bruxelles, il y avait le golf le plus proche de la maison était quand même à au moins une demi-heure de route. Ouais. Et donc maman a pris le pas de m'y inscrire et de m'y conduire tous les mercredis après-midi. Ah oui, quand même. Donc oui, elle a fait l'effort pour que je puisse continuer.
Mais ça ne s'est pas très bien passé. Alors, de nouveau, je te dis, les souvenirs ne sont pas géniaux. Moi, ce que je me souviens, c'est qu'il faisait froid, ça m'emmerdait Ouais. parce que j'avais froid. Oui, clairement. Je veux dire, au-delà, effectivement, de plein de changements qu'on peut imaginer, parce que moi, je ne suis jamais allé jusque-là, clairement, on peut imaginer que le simple fait de se retrouver sur un green très green en Belgique, parce qu'on n'a pas besoin de les arroser, ben oui, c'est la sensation, le plaisir est totalement différent. Exactement. Et pour la petite anecdote, à l'époque, les greens à Kinshasa étaient en sable. OK. Ça, c'était assez comique. Donc, c'est là que tu Donc, as appris à faire du golf dans le sable. ouais, exact. Enfin, sur les greens en sable. Le reste, il y avait de l'herbe, beaucoup d'herbe. Je pense que c'était arrosé. Mais les greens étaient en sable. C'était pas de l'herbe coupée tout petit. Voilà. Et donc, je reviens en Belgique. Il fait froid. Je joue en hiver. Apparemment, après ce que maman raconte, j'allais avec les pieds de plomb. Et donc, en fait, après un an, c'était fini, quoi. Elle m'a dit, si c'est pour aller avec les pieds de plomb, moi, je ne vais pas te conduire. Et elle avait bien raison, en fait, hein. Et c'est là que tu as commencé le tennis, Oui, un peu dans les années qui ont suivi. Et très vite, tu as oui. fait du biathlon, c'est ce que j'ai lu sur ton document. Du Tennis biathlon. buvette. Tennis buvette. Exactement. Voilà. Oui, très vite, peut-être pas si vite, hein, parce que bon, à 10 ans, Non, oui, je bien n'ai pas évidemment. commencé là, mais bon, 3-4 ans plus tard, avec les interclubs, les copains, etc., bon, voilà, on était beaucoup au club tennis, les premières bières, avec les scouts aussi, les premières cigarettes, là, tu vois, il ne faudra pas montrer le podcast à mes enfants. À la belle époque, comme certains disent. Donc, voilà. Voilà, exactement. Donc, un peu tous les excès, enfin, la jeunesse, quoi, Ah oui, tout à fait, hein, que j'ai vécu à fond, quoi. à fond. D'ailleurs, tu me dis dans tes études, c'était aussi sur tous les domaines, hein, avec beaucoup de fêtes. On a vraiment bien profité. À ce moment-là, tu Ouais. fais des études dans quel domaine? J'ai fait des études d'ingénieur en gestion Ok, à l'ingénieur. Louvain-la-Neuve. Donc, C'est voilà, ça. ouais. Oui, Louvain-la-Neuve, qui n'est pas du tout une ville propice à la fête et à Non, la rigolade, hein. C'est très, très sérieux pour ceux qui connaissent. ouais. Hein, Louvain-la-Neuve, c'est une belle école. J'y suis passé aussi probablement quelques années avant toi. Mais donc en 2005, tu termines. Et là, tu fais un autre sport que je ne connaissais pas, c'est le job hopper. Et donc, C'est pas vraiment un sport, ça, hein. voilà, tu passais d'un job à l'autre et donc parce que tu savais pas trop comment tu allais mettre en application ton sésame de l'université. Et là, au niveau de la santé, tu me dis que bah, déjà l'alimentation, c'était pas spécialement quelque chose qui était en pointe de mire, mais tu as découvert que tu étais un peu intolérant au gluten et au lactose. Donc à Mhm. ce moment-là, est-ce que c'est quand on te donne ce diagnostic, ou je ne sais pas dans quel contexte ça s'est passé, est-ce que tu avais déjà une bonne conscience de ta santé, outre le tennis, la fête, voilà, comment tu voyais ta santé? Ouais, je pense que la santé, je la voyais 2 mois par an pendant les blocus, voire 3, vu que j'ai eu des secondes cesse, en tout cas les 2 premières années. Et là, c'était les périodes un peu où bah, je faisais attention à ce que je mangeais. Donc, Ah oui, toute l'année, je faisais un peu un yo-yo, quoi. Donc, tu avais la fête pendant l'année et puis les blocus où je perdais les 4, 5, 6, 7 kilos que j'avais pris. Et donc, ouais, c'était un peu un cycle comme ça. Ma maman, elle a toujours fait fort attention à ce qu'elle mangeait. Elle a essayé de nous faire prendre conscience de ce qu'on faisait. Mais non, bon, ça a pas marché avant un petit temps. Ouais. mais c'est important parce qu'effectivement, hein, le rôle des mamans est vraiment important. C'est là qu'on apprend en tant qu'enfant à suivre en respect de son corps et de l'alimentation. Donc, tu dis, ça n'a pas marché à ce moment-là, mais est-ce que plus tard, ça t'a aidé? C'est ce qu'elle t'a partagé ou tenté d'inculquer étant plus petit? Oui, donc je pense qu'à partir d'un moment donné, en fait, quand je suis rentré dans le monde du travail, moi, j'ai pas compris ce qui m'arrivait, ce qui me tombait dessus. C'est un peu ce que je te disais aussi, c'est que on me demande de travailler, de me lever tous les matins. C'était des heures qui étaient parfois énormes. Et j'ai pas de problème à travailler. Tu peux demander à des amis, des collègues, ils vont te dire que je suis un gros travailleur. Mais j'ai pas compris ce qui m'arrivait. J'étais pas tellement heureux. Et donc, c'est ça un peu le truc de job hopper. C'est que tu te trouves à bouger, t'es pas heureux là. Bon, bah, moi, j'ai Change. l'habitude d'être heureux, donc je change. Hop, on bouge, on bouge, on bouge.
Et alors, l'alimentation vient plus ou moins en même temps parce que j'arrive pas à sortir donc je suis en surpoids, j'arrive pas à sortir de ces phases-là, je suis tout le temps fatigué. Et donc, tu remets un certain nombre de choses en place. Et puis, dans l'entourage, il y a des gens qui commencent à vraiment faire fort attention à ce qu'ils mangent. Je rencontre des gens qui disent, tiens, moi j'ai des problèmes d'intolérance au gluten, au lactose. Et donc, voilà, je me suis un peu renseigné, je suis allé voir des nutritionnistes, on a fait des tests sanguins, etc. Et donc, oui, le feedback que j'ai eu, c'était celui-là. Après, c'était un peu compliqué comme phase parce que tout le monde n'y croit pas ou n'y croyait pas à ces problématiques d'intolérance ou de difficulté à digérer. Et je dirais qu'aujourd'hui même, il y a encore une grande partie des gens qui disent mais c'est du bullshit, arrête avec tes conneries et ne nous emmerde pas. Dans la tête, tu dis? Certains disent que c'est dans la tête. Hein. Oui, certains disent que c'est dans la tête. Je pense qu'il y a une partie qui est dans la tête et d'après les dernières lectures ou discussions que j'ai eues, en fait, l'impression que j'ai, c'est que les intolérances et les difficultés qu'on a à ce qui est alimentaire sont probablement dues à des soucis émotionnels qu'on a eus et qu'on n'a pas libérés dans notre corps et qui sont venus se mettre à certains endroits, et donc dans mon cas, dans ce cas-ci, dans les intestins, et que c'est des blessures émotionnelles du passé qui sont là et qui restent et dans lesquelles on n'arrive pas à se libérer. Alors, est-ce que c'est dans la tête? Je pense que c'est plus dans la tête, mais le corps en a gardé le souvenir. Voilà, c'est ça. On ne peut pas dissocier la tête du corps. Hein. C'est un petit peu ce que j'essaie de donner comme message, et je trouve que ton parcours est vraiment intéressant à ce niveau-là. Le message, effectivement, du lien entre quand on se sent bien physiquement, ça va mieux mentalement, et on peut passer à travers le stress, les difficultés beaucoup plus facilement. Et à l'inverse, lorsque la pression, les difficultés, le stress devient chronique, ça a un impact sur le corps. Ici, ça fait 18 mois, 2 ans que la situation économique est particulière. Beaucoup d'entrepreneurs sont vraiment dans une situation de stress importante. On l'a vu au niveau des études, l'impact au niveau psychologique que ça peut déjà avoir aujourd'hui, sur le travail, sur la confiance en l'avenir, mais au niveau du corps aussi. On va voir d'ici quelques années les effets de tous ces confinements où on a moins bougé, on est moins sorti, on a pris de nouvelles habitudes alimentaires et ça devient compliqué. Et donc, voilà, tu traverses un petit peu toutes ces années avec un peu des événements aléatoires entre les déménagements, entre les études, entre la fête, entre le tennis. Et puis finalement, en 2010, tu décides de créer ton entreprise, Mobilosoft, à mi-temps. Et 2 ans plus tard, tu passes à temps plein. Là, pour toi, c'est vraiment un gros changement. Tu as trouvé à ce moment-là quelque chose qui te permet de te lever le matin. Oui, alors, j'ai jamais eu beaucoup de problèmes à me lever le matin, mais c'était plutôt à lever les pieds pour aller au bureau. Tu vois, c'était les pieds qui traînent, qui glissent sur le sol, et puis tu étais motivé pendant 3-4 mois, et puis tu te rends compte qu'en fait, le truc ne te plaît pas. Donc voilà. Mais oui, donc là, à un moment donné, j'ai fait en fait la création de Mobilosoft, ma société. C'est un peu un hasard complet. C'est-à-dire que depuis que je suis tout petit, un de mes rêves, c'était d'être patron. Alors, quand on demande à mon père, un des trucs, c'est qu'est-ce que Georges Alexandre disait qu'il voulait faire quand il était petit? Ah, il veut être patron. Et ça, c'était un peu ce que tout le monde disait. C'est un peu particulier de dire, ça peut paraître un peu arrogant, mais c'est ce que je disais quand j'étais petit. Et un jour, en fait, je fais un entretien d'embauche. Et je rencontre le patron d'une grosse agence de communication à Bruxelles. Et voilà, l'entretien se passe bien, on cause, voilà, on devient, enfin, je ne sais pas qu'on devient amis, mais la discussion est vraiment sympa, ça se passe bien. Et puis à la fin, il me dit, mais tu sais, Georges Alexandre, moi, je ne vais pas t'engager parce que ce que tu veux faire, c'est créer une boîte. Et donc, si je t'engage, moi, dans la mienne, tu vas faire tes erreurs chez moi, et puis tu vas partir ailleurs, créer la tienne. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que tu as fait en tant que job hopper jusqu'à présent. Et donc, tu vas répéter le même schéma. Et à la fin de l'entretien, il a repris sa carte de visite. Et je me souviendrai toute ma vie, il avait sa carte de visite sur la table devant moi. Je l'avais laissée devant moi. Je la prends en général quand je quitte la séance. On était dans un bar. Il reprend sa carte, il la remet dans son portefeuille et il sort une autre carte. Et sur cette carte, il était marqué Business Angel.
Et il m'a dit, si tu veux monter une boîte, je veux bien t'aider. Wow. Et c'était la fin de la discussion. Et puis c'était salut, bonne soirée, etc. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer là, quoi? Et donc, il se fait que je connaissais le cousin de cette personne. Il s'appelle Cédric, le business angel. Et j'appelle son cousin Thomas et je dis, Thomas, c'est qui ce type-là? Et c'est vraiment ça que j'ai dit, je crois, je ne sais plus très bien. Et Thomas me dit, ben, c'est un entrepreneur, il a créé plusieurs boîtes et maintenant, ce qu'il a envie de faire, c'est d'aider les jeunes. Et donc, voilà. Et Thomas est quelqu'un en qui j'avais beaucoup confiance. Et donc, je dis, Thomas, est-ce que je peux y aller? Vraiment, est-ce que je peux y aller? Et il m'a dit, oui, oui, vas-y. Et donc, en fait, je n'avais pas d'idée de création de société. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Je voulais juste, je voulais créer une société. C'était une opportunité. Et donc, j'ai tout fait pour. J'ai trouvé des idées qui n'en étaient pas. J'ai créé un business plan qui n'en était pas. Je l'ai fait valider par lui. Et puis, le jour où on est arrivé, on a créé cette société ensemble. Mon papa m'a un peu aidé avec un de ses amis. Et le jour où la société a été créée, on a mis le business plan à la poubelle et on est allé voir les clients qu'on voulait avoir, c'est-à-dire les enseignes de retail, donc supermarchés, les restos et tout ça. Et on est allé les voir et on leur a dit, voilà, nous, ce qu'on veut faire, c'est vous aider à rentrer dans le monde du mobile. Parce qu'à l'époque, le marketing mobile commençait, on commençait à avoir des smartphones. Donc voilà. Et donc, en fait, on a créé, sur base des feedbacks qu'eux nous ont donnés, nos premiers produits. Wow. Voilà. Et ça, Ça, c'est le début d'une c'était aventure. 2010 et puis 2012, tu passes à temps plein là. Voilà, donc à partir du moment donné où on a trouvé un produit, on a un peu de traction, on a des clients qui sont intéressés et des revenus de quoi me payer. Donc en fait, voilà, lancement full-time et on y va, quoi. Génial. Donc ça, depuis lors, ben, tu es avec les aléas de l'entrepreneur, hein, avec les premiers employés à engager, les premiers succès, les premières erreurs, premières tentatives à l'international, enfin voilà, tout ce que l'entrepreneur peut vivre durant son développement. Mais en 2016, et c'est ça qui est intéressant dans ton parcours par rapport à l'intention de cette interview, c'est que en 2016, tu as un problème à l'épaule qui t'empêche finalement de vraiment jouer au tennis, qui est resté, si j'ai bien compris, un peu un fil conducteur avec ta santé durant toutes ces années, mais tu forces, hein, parce que tu aimes le tennis, tu as probablement trouvé dans le tennis un moyen de libérer un peu les tensions du boulot. Et en 2018, ton chirurgien il te dit non, mais là, tu dois arrêter. Soit on t'opère, soit tu arrêtes le tennis, parce que c'est plus possible. Et là, qu'est-ce que tu Ouais. réponds? Ben, là, je réfléchis un peu, mais pas beaucoup. Le tennis, oui, c'est bien, mais je suis entrepreneur et père de 4 enfants. Et à un moment donné, tu te dis, mais cette opération, première question, est-ce que le taux de succès est 100%? Ah non, on est à 70, 80%. Oups, ok, d'accord. Donc, je ne suis pas sûr de pouvoir jouer au tennis. Non, vous n'êtes pas sûr de pouvoir jouer au tennis. Il y a 30% de chances que vous ne puissiez pas jouer. OK. Et puis, tu demandes, tiens, combien de temps tu vas devoir rester bloqué? Ah, c'est 2 à 3 mois. OK, voire 4. Et puis, rééducation, 8 ou 9 mois de rééduc pour. OK, d'accord. Ben non, je ne me fais pas opérer. Et donc là, j'ai décidé de ne pas me faire opérer et donc d'arrêter le tennis. Et voilà. Et ça a été un choix difficile, toi, par rapport, bon, on voit effectivement à travers ta carrière de sportif, il y a eu le golf, et puis pour des raisons ben, techniques, finalement, tu es passé au tennis, et puis ici aussi, pour des raisons autres, tu es obligé d'arrêter. Est-ce que tu t'es dit, mince, je vais devoir trouver une autre activité, ou est-ce que tu dis, bah, on verra, priorité à la boîte, et puis on trouvera bien autre chose? Ah, non, j'ai pas fait grand-chose pendant 2 ans. C'est ça. Donc, ça a été un peu triste en fait que je dois arrêter parce que oui, bah, tu sais, quand tu te mets tu t'engages dans une équipe, c'est pour jouer, c'est avec des copains. Voilà, c'est un peu dommage de devoir arrêter. Et donc, bah oui, c'était pas super gai, mais à la fois, c'était la meilleure décision à faire parce que la priorité était surtout sur le business et la famille, et puis le tennis venait en troisième ordre, en fait. Bien sûr, en termes de priorité, c'est normal. Et donc, pendant 2 ans, là, tu ne reprends pas d'autres activités. Et au niveau de ton poids, tu prends un peu de poids. Il y a beaucoup de travail, j'imagine, dans l'entreprise qui est quand même encore jeune. Donc, un jour, tu te dis stop. Je crois que c'est en 2018. Non, c'est plus tard, c'est en 2020 alors. Non, je pense que c'était en 2018. Donc, le constat du médecin, c'est plutôt en 2016.
C'est ça. C'est ça. 2018, j'ai rien fait pendant 2 ans. Donc, on est de nouveau plus ou moins en été, en mois de juin, juillet. Et là, bah oui, je suis bien en surpoids. Je suis pas encore obèse, mais je suis bien en surpoids. Et je me rends compte que je suis fatigué, etc. Puis à un moment donné, tu arrives le week-end avant les vacances. Là, tu pars 2 semaines en vacances. Je fais un tour dans un magasin, commence à discuter avec un pote qui fait la course à pied. Et dans un magasin, j'achète un bouquin et courir son premier marathon. Puis je retrouve des vieilles baskets dans le fond de la maison. Et donc, voilà, je sors mes baskets et je me dis, tiens, pendant les vacances, je vais lire le bouquin, j'irai courir. Et je ne m'inscris pas à un marathon, mais je m'inscris à un semi-marathon 3 jours plus tard, directement au début des vacances. Et on dit, on y va, quoi. Parce que ce qui se passe à ce moment-là, en toi, me semble vraiment important, parce que beaucoup de mes invités dans le podcast sont en partie dans le domaine de la remise en forme, du sport, de la nutrition, de la santé. Et donc, fatalement, j'ai des interviews en leur demandant ce que eux font en tant qu'entrepreneurs, mais ils sont un peu tombés dedans avec leur profession. Mais toi, ce qui m'intéresse dans ton parcours, c'est que le golf, le tennis ont toujours été une partie de plaisir, et puis quand ça n'était plus une partie de plaisir, ou en tout cas que ça entravait les autres priorités, c'est-à-dire le travail et la famille, ben, tu as fait une parenthèse. Là, que se passe-t-il pour, en 3 jours, oui, tu te sentais pas très bien, mais d'acheter un bouquin sur le marathon, de t'inscrire à un semi-marathon, d'aller chercher tes baskets, qu'est-ce qui te pousse à ce moment-là à prendre toutes ces décisions? Oui, il y a un point que j'ai pas, je pense, raconté dans notre pré-interview ou dans le petit document que je t'ai envoyé, c'est que 3 mois avant, j'ai été arrêté par le médecin. Le médecin m'a demandé d'arrêter de bosser pendant 3 semaines et il m'a dit que si je ne le faisais pas, j'allais tomber en burn-out et que j'allais être parti pour 9 mois, un an de recovery. Et donc à ce moment-là, ben, oui, j'étais hyper fatigué, j'étais hyper down. Je me suis inscrit quand même à ce moment-là dans une salle de sport, donc j'ai un peu commencé à faire du fitness. Je me suis rappelé des séances qu'on faisait ensemble il y a quelques années. Ouais. Et donc là, j'ai recommencé un petit peu à faire du sport. Mais c'était en salle. C'était en salle avec du vélo et un peu de muscu, quoi. Et puis, j'ai fait ça pendant un mois, 2 mois. Et puis à un moment donné, ben, voilà, tu reprends ton quotidien et je me suis de nouveau arrêté. Mais j'étais vraiment très, très fatigué à ce moment-là, au moment où j'ai fait cet arrêt. Ces 3 semaines m'ont fait beaucoup de bien, mais quand je revois les photos de moi à l'époque, ça me fait un peu peur, quoi, de dire, tiens, comme j'étais gros, comme j'étais fatigué, comme voilà, j'étais vraiment pas bien, j'étais le visage tout rouge tout le temps, Ah. j'avais des Et problèmes de peau. principalement parce que la tête dans le guidon en tant qu'entrepreneur? La tête dans le guidon en tant qu'entrepreneur, les relations avec un de mes associés Ouais, difficiles. ça. Et oui, le business, c'est pas simple à l'époque, quoi. Enfin, il n'est jamais simple, hein, mais c'était compliqué. Et donc oui, là, je me dis, bah, il faut se reprendre en main. Tu fais plus de sport de manière régulière et il faut trouver quelque chose pour en refaire, quoi. Et donc, tu as raison, c'est l'inverse. Ici, c'est pas le plaisir qui fait démarrer le truc, c'est plutôt le challenge et l'envie de deux choses. L'envie d'être en forme et la deuxième chose, le challenge. Me dire, je vais bientôt avoir 40 ans, dans 2-3 ans, j'ai 40 ans, je veux pouvoir faire un truc que j'ai jamais fait et qui est un peu waouh, quoi. Et j'ai un de mes copains à ce moment-là qui me dit, oui, tous les gars, quand ils approchent la quarantaine, ils veulent faire un exploit sportif. Et donc voilà, c'est un peu l'inverse, en fait, tu as raison. Et là, tu y es arrivé parce que j'ai pu voir avec justement grâce aux réseaux sociaux, hein, j'avais toujours un œil sur ce qui se passe et je vois que le 4 septembre de cette année, en 2021, tu réussis à relever le challenge du Swiss Peak, quand même un marathon de 44 km en Suisse, de 2340 mètres de dénivelé. C'était préparé bien à l'avance. Mais comment ça s'est passé aussi au niveau physiquement, mentalement, en parallèle à ton rôle d'entrepreneur? Parce que c'est pas pour ça que maintenant,
que tu t'es mis à la course à pied, l'entreprise, elle fonctionne toute seule, que les enfants, tu l'as dit, hein, 3, 4 et puis une dizaine d'années, ils ne peuvent pas non plus du jour au lendemain se gérer tout seuls. Comment tu as fait pour préparer ça sérieusement, réussir, parce que le challenge est quand même assez élevé tout de même, et prendre plaisir à travers tout ça? Ouais, c'est beaucoup de questions à la fois que tu poses là. Euh, je pense que le premier point, c'est un peu le parcours a vraiment été compliqué. Ça n'a vraiment pas été facile parce qu'en fait, la première chose que j'ai fait quand j'ai commencé à courir, j'ai pris une application, j'ai fait un test VMA dans l'application Ouais. et l'application m'a dit tu as une VMA de 13,8 et donc tu dois courir pour pouvoir atteindre ton marathon dans 3 mois ou ton semi-marathon dans 3 mois, tu dois courir 3 fois par semaine, 8 kilomètres. Et donc, je suis parti 8 kilomètres 3 fois par semaine. Et après une semaine, en fait, je ne savais plus courir. J'avais des tendinopathies, parce qu'on ne dit pas des tendinites au tendon d'Achille. C'était foutu, je ne savais plus rien faire, je ne savais plus bouger. Après 2 semaines, c'était la catastrophe. Donc, je suis fait dans un magasin de sport voir si le problème est dû aux chaussures. Il me dit oui, mais peut-être aussi qu'il faut mettre des semelles. Donc, je vais voir un podologue, je mets des semelles, ça ne change rien. Je vais voir mon médecin. Entre-temps, je fais quand même le semi-marathon. J'ai mal partout, 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 partout. Je crois que j'étais même pas une courbature, j'étais une contracture globale au niveau de mon corps à la fin des 21 kilomètres. J'ai jamais été aussi fatigué de ma vie. Je suis rentré, je suis allé dormir. On s'est engueulé avec ma femme toute la journée, après-midi, en disant. Et c'était jamais de ma faute, hein, bien sûr, c'était toujours de la sienne, en fait, alors que c'était moi qui étais juste d'une humeur massacrante. Et puis, médecin, kiné. Et là, je fais un premier kiné qui fait pas mal de courses à pied, qui est un peu spécialisé là-dedans. Je ne veux pas dire un expert, mais voilà, qui en fait un petit peu et qui suit beaucoup ça. Et on recommence une espèce de petite rééducation. Donc, voilà, des séances pour améliorer la circulation au niveau des tendons. Et alors, on repart de 3 kilomètres. Et puis, on rajoute 300 mètres tous les 2 jours ou toutes les semaines. Et hop, et on est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paf. Et 8, à chaque fois, c'est la même chose. 2, 3 fois d'affilée. 8, de nouveau, je me reblesse. Ah oui, j'avais aussi changé de manière de courir. Donc, à la base, je mets le talon en premier, le talon au sol. Donc, j'ai changé, je suis parti en avant-pied. Et là, ça a été la catastrophe, en fait. Et c'était plus les tendons, c'était les mollets qui étaient détruits. J'ai l'impression qu'on me lacérait les mollets avec des couteaux, là, tu vois. Mais c'est une expérience très kinesthésique en tout cas, hein. Quoi? C'est une expérience très kinesthésique en tout cas, hein. Ah ouais, c'était dingue, c'était dingue. Et puis à un moment donné, lui, je lui dis que en fait, la course sur route, ça m'amuse plus tellement que ça. J'ai lu des bouquins sur les trails, je me dis, oh, je vais faire des trails, quoi. Et là, il me fait rencontrer un de ses collègues qui est spécialisé en trail et qui fait du trail. Et le gars, il fait pas des petits trails parce que lui, le Swiss Peak, c'est pas 44 qu'il fait, c'est 360, quoi. Voilà, quelqu'un comme tout le monde. Et là, on commence à changer beaucoup de choses. Donc, on commence à faire des tests. Tiens, mais en fait, regarde, tu ne cours pas de manière naturelle. Donc, oui, c'est bien ce qu'on lit sur Internet qu'il faut faire des avant-pieds. C'est peut-être mieux pour la colonne, mais regarde, pour toi, ça ne correspond pas. Et donc, à cours sur tes talons, ce n'est pas grave, mais tu ne tends pas les jambes, plie les jambes, essaie de t'adapter. Beaucoup de renforcement musculaire au niveau des cuisses, du solaire aussi. Au niveau du tronc, du gainage. Enfin, bon, tu connais tout ça mieux que moi. Et donc, on a fait tout ça. Et puis, bah, ça allait mieux. Et donc, j'ai fait un premier 10 km sans trop de difficultés. Mais je continue à faire la fête. Je ne suis pas changé mon alimentation tout de suite. Premier 10, puis un 20. Mais toujours mal au tendon. J'arrive à augmenter les distances, mais la douleur reste présente, quoi. Et puis à un moment donné, il me dit, mais tu sais, Géa, tu ne pourras pas t'en sortir si tu ne changes pas ta manière de manger et de boire. Et donc voilà, à ce moment-là, changement complet au niveau de la nutrition, au niveau de la boisson. Et alors, ce que beaucoup de gens en Covid, comme tu disais, ils ont vidé leur cave à vin. Moi, c'est ma femme qui l'a vidé.
il ne faut pas lui dire. Mais moi, j'ai complètement vraiment diminué. Je crois que ma consommation n'a pas été divisée par 10, mais par 20. Si je bois deux verres de vin par semaine, alors que j'en buvais 2 par jour avant, c'est beaucoup. Donc, je bois quasi plus. En tout cas, en semaine, de temps en temps, quand j'ai un dîner avec des amis, mais à la maison tout seul ou en famille, je ne le fais plus jamais. Parfois, je buvais à midi, je ne le fais plus. Donc voilà, fort attention aussi à tout ce qui est sucre rapide. Donc toutes les sucreries, les confiseries, tous ces trucs, c'est fini. Voilà, on s'adapte et on change fortement l'alimentation. Et là, j'ai pu aller à l'étape suivante, donc j'ai pu passer au-delà de 40. Et donc, en fait, il y a un peu plus d'1 an, j'ai fait mon premier 40 à Bruxelles, avec 600 mètres de dénivelé. Donc, une chouette petite course, 4 heures. Voilà, pas trop compliqué dans les bois de forêt de Soigne autour de Bruxelles, donc assez sympa. Et donc, je me mets en confiance et je m'inscris au SwissPeaks en novembre, parce que vous pouvez s'inscrire à partir du 1er novembre 2020. Je crois que j'étais le 3e inscrit. Donc, voilà, la motivation est là. Et puis, un peu plus tard, donc je mets ça sur Internet, une copine me dit « Ah, mais Géa, si tu fais ça, tu dois aussi t'inscrire, tu dois faire une épreuve de préparation. » Donc, je m'inscris au mois de mai 2021 à un 43 ou 42 dans les Hauts-de-Fagne avec 1700 mètres de dénivelé. Donc, une belle course aussi, quoi. Et voilà, et puis entraînement. Entraînement, c'est en général 3 fois par semaine de course, une séance de vélo et souvent une séance de renforcement en plus. On a fait beaucoup de gainage du pied. Je ne sais pas si c'est des exercices que tu préconises de temps en temps, mais beaucoup de gainage du pied, aussi des abdos, mais surtout les pieds. Et puis alors, il commence à mettre des séances en côte, montée, descente, à fond, pas à fond, retiens-toi, ralentis, etc. Et là, je me prends une passion pour la descente et j'adore descendre. Et en fait, je vais vite en descente. Je ne suis pas très grand, hein, donc, mon centre de gravité est bas, donc en descente, je suis assez agile. Et je fais un trail de préparation en avril 21 qui se passe super bien. J'adore, les descentes se passent bien. Et donc, je prends beaucoup de confiance et j'arrive plein de confiance à ce trail de 43 dans les fagnes. Et là, départ en descente. Et là, je me dis, je vais prendre mon pied. Et donc, en fait, la départ, c'était la descente de la piste de ski de Ovifa. Ouais. Et après 17 km, en fait, je ne savais plus avancer. J'avais juste pété mes quadrilles. Tellement j'avais exagéré dans cette première descente. Donc, bel apprentissage aussi. Et puis, 17, il en restait encore 26, quoi. Donc là, j'ai ramé, j'ai marché. C'était horrible. C'était horrible. Ouais. Mais avant cet événement, j'entends, tu te dis, voilà, j'ai pris plaisir, j'ai découvert le plaisir de la descente. Donc finalement, depuis l'arrêt du tennis, dans les questions que je te posais, c'était comment avais-tu pu gérer à la fois l'entreprise, la préparation, et là tu viens de bien l'expliquer, il y a toute une préparation, un staff autour de toi pour le préparer dans le plaisir, hein, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes le font lorsqu'il n'y a pas d'inscription de présélection, un peu au petit bonheur la chance, et puis finalement on se blesse malheureusement. Mais là, bon, il y a eu un mélange entre les deux, parce qu'il y avait la fougue de cette descente, mais tu as pris plaisir, donc quelque part, ces dernières années, ça t'a permis de développer une attirance pour le trail. Est-ce que, en parallèle, pour la gestion de ton entreprise, tu penses que entre la personne que tu voyais en 2018 avec l'embonpoint, pas de sport, plutôt le visage rouge, et aujourd'hui, est-ce que tu penses que l'efficacité dans ton entreprise a été améliorée? Oui, complètement. Complètement, parce que de fait, j'ai dû prévoir du temps pour courir. Alors, je n'ai pas non plus un horaire hyper élevé, enfin hyper énorme en volume de course énorme, parce que on privilégie. Donc, je me fais entourer beaucoup. Hein, donc, ça, c'est un des points que tu as dit. Donc, j'ai un coach qui est kiné aussi. Et donc, il me fait un programme d'entraînement qui est adapté toutes les semaines. Ce n'est pas un truc à 6 heures, 8 semaines, et puis on se voit on remet à jour tous les 6 heures, 8 semaines. Donc, toutes les semaines, il revoit le truc sur base de mon feedback, des retours de séance, etc.
Je me suis fait suivre aussi par diététicien. J'ai fait des tests cardiaques à l'effort pour être sûr on n'est jamais sûr à 100%, mais pour limiter les risques de problématiques à ce niveau-là. Et j'ai adapté mes entraînements pour pas avoir trop d'impact sur la vie, essayer de limiter au boulot et limiter au niveau familial. Donc, ça veut dire que pendant mes heures de travail, j'ai inséré des séances. Donc, au lieu de travailler 10 heures par jour, j'en travaille 8 et demi, 9, voire 8. Et au niveau de mon temps en famille, je vais courir le matin, tôt, à 6h, 6h30, parfois je suis parti, et soit pendant la sieste, mais là ça devient plus compliqué parce que les enfants en font de moins en moins. Donc, tu adaptes ton planning, et puis à un moment donné, tu te dis, mais ça veut dire que soit tu sais plus tout faire, soit tu dois travailler plus vite, soit tu dois travailler mieux, et en fait, pourquoi pas faire les trois à la fois? C'est-à-dire que si tu es plus en forme, tu vas travailler mieux. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé. Moi, je suis plus efficace au travail, plus concentré, moins stressé. Et la deuxième chose, c'est que le fait de faire de la course à pied et de ne plus pouvoir être présent tout le temps au bureau et de ne plus pouvoir être présent à toutes les réunions, à un moment donné, j'ai lâché prise aussi. Et donc, j'ai donné beaucoup de responsabilités à mes équipes. Wow. Et en fait, j'étais un espèce de petit caporal, de petit sergent, tu vois, le gars qui contrôle tout le temps, il veut tout savoir, etc. Et en fait, le fait d'avoir fait de la course à pied et de me rendre compte que je ne suis pas capable de contrôler l'entièreté de mon environnement, et surtout en course à pied, eh bien, j'ai appliqué la même chose au niveau du boulot. Et donc, j'ai plutôt passé du temps à former mes gars et à les entourer et les aider à grandir. On a fait des plans de formation, on a fait des plans de transition avec mes équipes. Et donc aujourd'hui, j'ai su, avant de courir, en fait, je ne savais pas garder les gens dans mon équipe. J'étais trop derrière eux, et donc les gars sentaient beaucoup trop de pression. Et aujourd'hui, j'ai des gens qui sont là depuis 5 ans, 4 ans, 3 ans dans la société, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé, et mon attitude aussi vis-à-vis du succès, vis-à-vis des échecs, vis-à-vis de la formation, du temps nécessaire au niveau des équipes, ça a beaucoup changé. Wow. Et peut-être si je peux rajouter un des points par rapport à ça, qui m'a vraiment marqué fortement depuis que je fais de la course à pied ou du trail, c'est un point que me répète sans cesse mon coach, c'est qu'en fait, ça ne sert à rien de s'entraîner trop. Parce que l'entraînement, ça permet de mettre son corps dans un déséquilibre, et le repos permet de faire progresser et donc de récupérer. Donc, tu te déséquilibres et puis tu récupères. Et donc, c'est comme ça que tu progresses. Et en fait, dans le travail, c'est la même chose. C'est qu'en fait, quand tu veux acquérir des nouvelles compétences, il faut que tu te formes. D'abord, d'un point de vue théorique, où on regarde dans les autres. Et puis, tu dois atteindre le niveau. Et donc, tu as la formation théorique et puis tu as la pratique qui doit suivre. La formation théorique et la pratique qui doit suivre. Et si tu veux mettre trop de choses à la fois, en fait, ça ne va pas marcher. Et avant, j'avais tendance à vouloir tout mettre d'un coup et puis contrôler et emmerder les gens. Et en fait, aujourd'hui, j'essaie de changer et de leur apporter les choses petit à petit. Et quand ils sont prêts, on passe au suivant. Quand ils sont prêts, on passe au suivant. Et on prévoit des plans dans lesquels on dit, tiens, cette année-ci, on aimerait bien transférer telle et telle et telle compétence. Et on avance compétence par compétence. Et en général, on a toujours atteint le plan. Sauf qu'au lieu d'être super ambitieux, il est toujours ambitieux, mais il est juste mieux organisé, mieux équilibré en fonction du temps, en fait. Et l'ambition reste la même, c'est juste un équilibre qui se fait par rapport à ça. Génial, extraordinaire. C'est marrant parce que tu dis ça, le transfert que tu as pu faire du sport, je dirais, au business, puisque il y a maintenant 2 ans, j'ai créé un système justement pour faire le business plan de ta santé. Et donc, j'ai utilisé le business plan Canva adapté au business. Donc, moi, j'ai fait l'inverse, puisque fatalement, c'est mon expertise. Mais là, ton témoignage est vraiment très, très inspirant. Et j'espère que justement, certains entrepreneurs, grâce à ton témoignage, peuvent se dire, oui, c'est possible. C'est pas que tu as été sportif de haut niveau avant ou étant plus jeune. Tu es passé par des périodes plus difficiles physiquement. Et là, tu as dû adapter, et pas en passant tout d'un coup à 10 heures de sport par jour, mais justement, comme tu l'as dit, en trouvant l'équilibre entre le temps passé dans l'entreprise, maintenir le temps pour la famille et grandir dans ces deux sphères, c'est-à-dire grandir au niveau sportif, santé,
et au niveau professionnel. Alors, justement, ce qui m'emmène dans la deuxième partie de cette interview, hein, donc avec ces changements ces dernières années, est-ce que tu pourrais, dans les quatre sphères dont on parlait au départ, le repos, la nutrition, le mouvement et finalement ce qui te pousse à aller vers l'avant, tes routines aujourd'hui. Donc maintenant, tu viens de réussir le Swiss Peak de 44 km. Qu'est-ce que tu as trouvé comme équilibre pour maintenir les bénéfices ou est-ce que tu as un nouveau challenge qui t'emmène vers un nouveau programme? Comment tu organises tous ces plans-là aujourd'hui? Ouais, c'est une bonne question. Euh, Pendant que j'ai fait le SwissPix, il y a un truc auquel je ne m'attendais pas du tout. Euh, c'est qu'en fait, j'avais prévu de faire la course entre 6 et 8 heures et je me suis rendu compte dans les 15 premières minutes que j'y arriverais pas. C'est-à-dire que mon niveau cardiaque montait trop vite par rapport à ce que j'avais prévu. Et donc, mon temps horaire, en fait, j'y arrivais pas. Je voulais faire du 6 à l'heure, quelque chose comme ça, et j'étais plutôt à du 4. Et ça, je m'en suis rendu compte assez vite. Et très vite, je me suis dit, OK, tant pis, quoi. Tu n'as pas le choix. Soit tu vas te foutre dans le rouge et tu n'arriveras pas à la fin ou tu vas te blesser. Soit tu prends ton temps, tu profites, tu regardes les paysages, tu fais des rencontres et tu avances et tu vas jusqu'au bout, quoi. Et, euh, et donc, c'est intéressant de se rendre compte de ça parce que c'est aussi comme ça que va la vie. Et un des points que te permet de faire Enfin, en parallèle, j'ai fait un peu de pleine conscience également. Et donc, en fait, tu as vraiment en parallèle entre ton activité au quotidien, ta vie avec tes enfants, ta famille, ton business et le sport. Et l'un est vraiment le miroir de l'autre dans mon cas. Mon oncle dit souvent qu'en fait, le trail, c'est vivre en une journée, vivre une vie en une journée. Parce qu'on a des périodes où on est très boosté par l'adrénaline au départ, c'est dingue. Et puis on y va, et puis à un moment donné, hop, tu as ton premier down, et puis tu as des pics, et c'est up and down. Et puis à la fin, tu arrives à la fin et tu as une espèce de bouffée d'émotions qui arrive en toi parce que tu t'es dépassé tellement et tu es arrivé au bout. Et voilà, c'est complètement dingue. Et donc voilà, tu apprends. Enfin, moi, j'ai appris à me calmer et aussi à me rendre compte quand au boulot, je vais trop loin ou avec les enfants, je vais trop loin. Et donc, le fait de pouvoir comprendre qu'à tel moment, ton corps dit non, parce qu'en fait, on est tellement habitué à travailler avec la tête. Ici, c'est le corps qui dit non. C'est le corps qui dit attention, là, tu vas trop loin, il faut ralentir le rythme. Et en fait, le fait de pouvoir le conscientiser, ça, c'est grâce à la pleine conscience, mais aussi beaucoup grâce à la course à pied, ça permet aussi de le communiquer. Et donc, en fait, de pouvoir l'exprimer aux autres, à ma femme, à mes enfants. Tiens, aujourd'hui, écoutez les gars, je suis désolé, j'ai eu une journée vraiment fatigante. Je vous demande de ne pas crier à la maison, quoi. Voilà, pour telle ou telle raison. C'est pas que j'ai envie d'être embêtant. C'est juste que si ça va, ça va être compliqué, quoi. Au boulot aussi, tu reviens après une course. Le lundi, tu as couru le samedi. En Suisse, le dimanche, tu es revenu et le lundi, tu es au boulot. Bah, écoutez, les gars, oui, je suis désolé, cette semaine, ça va être un peu plus difficile. Voilà, comptez sur moi, je suis là pour vous aider, mais je ne ferai pas des grosses journées, et donc, parce que j'ai besoin de me remettre aussi, quoi. Donc, la capacité de le faire à des moments physiques, mais également à d'autres moments où il y a du stress qui est plus important, bah, de dire, tiens, ben, si on a des journées où il y a des grosses réunions très stressantes, comme ça m'est arrivé encore il y a 2 semaines, de pouvoir dire, ben, tiens, cette réunion a été tellement stressante, en fait, ma journée, je l'arrête plus tôt, quoi. Je l'arrête plus tôt parce que mon corps en a besoin. C'est plus ma tête, c'est mon corps qui en a besoin. Et donc, ça, c'est assez hallucinant. Donc, voilà, j'ai fait une digression et du coup, j'ai perdu ta question, mais je Non, trouvais que c'était important de le mentionner. très très important parce qu'effectivement, c'était une de mes questions par rapport à ton interview parce que quand j'ai vu le challenge que tu as relevé, n'étant pas à la base dans le monde du sport avec énormément de bagages, je trouvais que c'était vraiment un très bel exemple, mais je ne savais pas à quel point le trail t'avait transformé au niveau personnel et professionnel, mais c'est tout à fait dans la mission et dans l'intention de l'interview aujourd'hui. Et donc, ma question finalement aujourd'hui, c'était aujourd'hui, tu as le Swiss Peak derrière toi.
Quelles sont les routines que tu as instaurées pour maintenir justement un équilibre santé professionnelle en termes de repos, en termes de mouvement, en termes de nutrition? Ouais. Tu m'avais posé aussi la question, est-ce que j'ai déjà défini un nouvel objectif? Oui. Là, tu vois le gamin qui est en moi qui sourit et qui se dit, est-ce qu'il y a quelque chose ou pas? La réponse est non. Je n'en ai pas encore fixé. Pourquoi? Parce que quand j'étais dans cette course, je me suis dit, tiens, en fait, quand on prend le temps d'y aller à son rythme et qu'on ne se brûle pas, on peut aller loin. Ça prendra peut-être plus de temps, mais on peut aller plus longtemps. Et ça, c'est aussi un truc qui était assez marrant d'apprendre. Et c'est marrant parce qu'en fait, c'est une réflexion que j'ai eue aux alentours du 30e kilomètre. Et puis le 31e, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une grosse descente. Et je suis de nouveau allé trop vite. Je suis monté dans les tours. Je ne me suis pas arrêté en bas. Et je suis reparti tout de suite parce que c'était vraiment, ça descendait et puis ça remontait. Et je suis remonté et mon cœur est allé trop haut. J'ai eu des soucis au niveau des intestins par après. Voilà. Et donc, en gros, les 15 derniers kilomètres ont été super durs à suivre avec des douleurs au niveau du ventre. Mais avant ça, je me disais, mais tiens, en fait, pourquoi pas tenter le 100 l'année prochaine? Et là, bon, la réflexion, je reviens avec l'adrénaline. Donc, je vais voir mon coach et je lui dis, tiens, qu'est-ce que tu penses du 100 l'année prochaine? Il me dit non. Ah ben non, là, je pense que ce serait trop. Et il me dit, c'est trop par rapport à ton niveau de stress. Et donc, c'est pas trop par rapport à mes capacités, c'est trop par rapport à ton niveau de stress et l'engagement que tu peux produire par rapport à ton boulot. Il me dit, tu n'as pas besoin de beaucoup plus d'heures d'entraînement. Mais c'est juste que ton entraînement, vu que le stress que tu as au boulot pour le moment est important, eh bien, en fait, ton corps n'est pas capable de faire ces déséquilibres et rééquilibres. Et donc, le repos que tu as n'est pas suffisant pour te permettre d'arriver à ce niveau-là. Et donc, en fait, je ne sais pas encore ce que je vais faire comme prochain challenge. Voilà. Et donc, mon challenge à moi aujourd'hui, c'est diminuer mon niveau de stress, mon niveau du boulot, mais pas que. Et donc, en fait, le stress, ce que j'ai pu apprendre, c'est un tout. Et donc, tu parles de l'alimentation. Là, les routines sont clairement installées maintenant. Avoir un petit déjeuner dans lequel on supprime, on bannit tous les sucres rapides, même les sucres lents, en fait, je n'en prends pas. Donc, c'est composé de beaucoup de fruits secs, de protéines. Donc, je mange des œufs le matin avec des fruits secs et j'essaie d'éviter le café, même si je n'y arrive pas encore toujours, mais plutôt du thé vert ou ce genre de choses-là. Donc, ça, c'est une routine que j'ai vraiment réussi à mettre en place. Le dimanche, de temps en temps, je me fais quand même plaisir avec un pain sans gluten, sans rien, et plutôt du miel que du Nutella ou ces crasses-là. Donc voilà, à midi, mon alimentation est assez bien réglée. Donc à midi, plutôt des protéines et des végétaux, et puis un peu de riz ou de pâtes, mais pas trop. Et puis monter un peu tout ce qui est fruits un peu plus... indice glycémique un peu plus élevé vers 4 heures, et puis en fonction des entraînements, un peu je ne fais plus une sortie maintenant sans avoir une boisson d'effort aussi avec moi, parce que on s'est rendu compte, enfin je me suis rendu compte suite à un conseil de mon coach que quand je cours et que je ne fais que boire de l'eau, mon corps s'acidifie, tandis que quand je prends une boisson d'effort, il ne s'acidifie pas parce qu'il est alimenté en nutriments. Donc, toujours maintenant en boisson à l'effort quand je cours au-delà d'une demi-heure, vu que j'ai un fond tendance assez acide depuis le départ. Beaucoup de légumes verts aussi, vu que ça aide pour diminuer l'acidité. Et alors, le soir, c'est plutôt des sucres lents, alors qu'on va faire diminuer les protéines, parce que quand je mange des protéines, j'ai plus difficile à dormir. Donc, on pense au repos et essayer d'éviter l'alcool, enfin, éviter l'alcool un maximum. Un point qui est certain, au-delà de un verre, je ne dors pas bien. Et donc, ça, c'est certain aussi. Et donc, c'est toutes des choses que quand tu mixes une vie qui change avec les éléments de pleine conscience aussi que j'ai suivis. Le parcours, je ne suis pas allé à fond dans ce parcours-là pour être tout à fait transparent, mais ce que j'ai pu en apprendre, ben, ça me permet de me rendre compte, en fait,
tiens, là, quand tu fais ça, boum, tel est l'impact. Donc, au niveau alimentation, je pense que j'ai quand même beaucoup adapté. Alors, c'est marrant parce que j'en parle dans mon ostéopathe. Je trouve que j'ai encore 5-6 kilos de trop. Et mon ostéopathe me dit que je ne dois pas changer mon alimentation parce que si je la change, je vais être trop fatigué. Et de fait, au départ, quand j'ai commencé vraiment à courir, j'ai mangé beaucoup moins de féculents que maintenant. Donc, moins de féculents, je mange majoritairement des pâtes de riz, des pâtes sans gluten et des pommes de terre et des patates douces, mais les pâtes normales, je ne peux pas les prendre, donc sans gluten. Pas de pain non plus, ce qui est, je pense, pas mal. Et donc, elle me dit, mais si tu n'en prends pas et ne manges pas correctement, en fait, tu n'as pas l'énergie pour pouvoir continuer. Et donc, même si tu es un peu je ne suis pas en surpoids, donc je suis dans un poids normal, mais j'aimerais bien perdre 4-5 kilos. Elle me dit, si tu le fais, tu vas juste être plus fatigué. En fait, ça va être contre-productif. Et elle me dit, elle est aussi assez bonne en nutrition. Elle me dit, tu verras, ça va partir au moment où ça doit partir. Et donc, les formes que j'aime un peu moins, j'apprends à vivre aussi avec et à y prendre mon intention. Donc ça, c'est peut-être pour la partie alimentation. Au niveau sport, les routines, c'est je cours le mardi, le mercredi et le vendredi en général. Donc, ça permet d'avoir les zones de repos le lundi et le jeudi. Et la séance vélo, c'est souvent 1h30, voire 2h, 2h30 le dimanche, souvent le matin. Donc voilà. Et puis, tu as de temps en temps aussi le soir, soit des petits travaux sur les pieds, donc le gainage des pieds, là, et puis de temps en temps des séances de renforcement musculaire. On travaille beaucoup les cuisses, vu que avec ma manière de courir, c'est l'un des muscles qui est les plus sollicités, les cuisses et les solaires. Donc je monte sur des planches et je monte les pieds. Voilà. Maintenant, parce que c'est vraiment intéressant, toute la précision et la programmation dont tu parles maintenant, effectivement, par rapport à il y a quelques années où il y avait beaucoup plus d'alcool, beaucoup plus de fêtes, la difficulté pour un coach, c'est toujours de trouver ce qui va motiver suffisamment la personne pour aller au-delà de ses freins. Est-ce qu'il y a 3 ans, si on t'avait proposé, si on t'avait dit, tiens, Georges-Alexandre, voilà la routine idéale, est-ce que tu aurais cru il y a 3 ans que tu pouvais y arriver? Je pense que oui. Je pense que y croire, oui. Le truc, c'est de la tenir sur du long terme. Ouais. Et c'est clair que les bienfaits, on ne les voit pas. On les voit arriver. Enfin, c'est comme apprendre une nouvelle compétence. Et là, je fais l'inverse. Dans le monde de l'entreprise, on est beaucoup dans l'apprentissage. Apprendre une nouvelle compétence, au début, on est super motivé parce qu'on se dit « yes, on va apprendre quelque chose de nouveau ». On est inconsciemment incompétent. Ouais. On est inconsciemment incompétent et donc, en fait, on n'y connaît rien, mais on se dit « oh, c'est chouette, je vais apprendre quelque chose de nouveau ». On est consciemment incompétent, je ne sais plus ce qu'on dit. Et puis, à un moment donné, tu as une espèce de down parce que tu te rends compte que tu es incompétent. Oui, c'est ça. Donc, on est inconsciemment incompétent, on se rend compte qu'on est incompétent et qu'on n'y arrive pas. Et puis, à un moment donné, tu commences à acquérir, et tu montes en compétence et tu deviens de plus en plus consciemment compétent. Et puis, tu vas devenir à un moment donné inconsciemment compétent, c'est-à-dire que tu n'as plus besoin, c'est devenu une habitude. Donc, c'est comme tes poumons, ton cœur, tes organes qui fonctionnent sans que tu aies besoin de les activer mentalement. Et donc, en fait, c'est un peu la même chose. Donc, au début, en tant que coach, je pense que tu mets une routine en place. Au début, les coachés sont intéressés, ils se disent « ouais, c'est top ». Et puis, à un moment donné, il y a toujours cette phase difficile où c'est comme les trucs de nouvelle année, les bonnes résolutions, quoi. Tu les fais pendant 3 semaines ou 2 semaines, je pense. À mon avis, ça va être 2 semaines. Avant le 21e jour, il n'y a plus que, je pense, moins de 20% des gens qui les tiennent encore. Voilà. Et donc, tu as cette phase-là qui arrive. Et je me souviens quand tu m'as beaucoup aidé à un moment donné, et même si on a arrêté de se voir, j'ai fait tes exercices pendant de nombreuses années. Mais voilà, c'est toujours ce truc, c'est pourquoi est-ce que tu les fais, quelle est la vision et qu'est-ce que ça t'apporte. Et donc, souvent, on a tendance à s'arrêter
parce qu'on ne voit plus ce que ça nous apporte ou parce que justement, on n'est pas prêt à accepter ces changements dans notre vie. Et donc, à un moment donné, j'ai dû accepter aussi que il fallait que je travaille moins, que je lâche du contrôle sur mes équipes, que je prenne plus de temps pour moi. Et il a fallu que je l'accepte. Et ça, c'est pour moi la clé en fait des changements. C'est que si on n'est pas prêt à les accepter consciemment, on n'y arrivera pas. Ok. Et donc, pour terminer un petit peu cette interview, si aujourd'hui tu devais donner justement un conseil aux entrepreneurs qui, comme toi, ne sont pas spécialement sportifs, qui ont effectivement beaucoup de choses sur la table, comme on dit, la tête parfois dans le guidon, qu'est-ce que tu pourrais, toi, leur donner comme conseil ou qu'est-ce que toi, tu fais aujourd'hui quand, malgré ces nouvelles routines, tu as un coup de mou? Quel serait un peu le conseil? Ah, c'est pas si simple, c'est pas si simple que ça. Parce qu'en fait, je sais pas si on est programmé comme ça ou si c'est la culture dans laquelle on vit qui est comme ça. Mais en fait, ce qui est un peu con, c'est que la majorité des gens attendent qu'il y ait un gros problème pour pouvoir changer. Moi, c'était surpoids, j'ai fait ce pré-burnout où le médecin m'a arrêté. Depuis, j'ai aussi fait des formations en coaching, en développement personnel qui sont super intéressantes. Et dans les trois quarts, dans ces formations-là, en fait, les trois quarts des gens qui participent sont des gens qui sont au milieu ou en sortie de phase critique. Et c'est un peu dommage de devoir passer par là, mais à la fois, c'est aussi, je pense, la manière dont on se révèle à soi-même. Donc, en fait, c'est dans la difficulté qu'on se révèle à soi-même. Et je pense que si je devrais donner un conseil par rapport à ça aux gens, c'est plutôt de réfléchir et d'essayer de prendre conscience des moments dans lesquels on est en difficulté et d'apprendre de ces moments-là et de se dire, tiens, pourquoi est-ce que je suis en difficulté à tel moment? Je t'ai parlé, la semaine dernière, j'ai eu une journée où il y a eu une réunion qui a juste été horrible. Je pense que c'est une des réunions les plus horribles de ma carrière que j'ai eues. J'avais tellement d'émotions en moi. Je me sentais agressé par une personne qui était de l'autre côté de la table. C'était très violent. C'était très violent. Mon ressenti, en tout cas à moi, était très violent. Et à un moment donné, pendant la journée, quelques heures après, j'ai arrêté de travailler, quoi. Et je me suis dit, tiens, là, quand tu ressens ça, et d'ailleurs, quand je t'en parle, je tremble encore. Tu as une espèce de douleur qui vient dans ta tête. C'est de commencer, en fait, le premier point, je pense, c'est de se rendre compte de tous ces moments-là. Et qu'à ces moments-là, en fait, tu as un choix. Tu peux poser toi-même un choix. Et tu peux poser le choix de dire, est-ce que je continue et je reste dans cette douleur, dans cette difficulté-là, ou est-ce que j'ai une porte de sortie? Et quelle peut être cette porte de sortie? Donc ça, je pense que ça, c'est le premier point, c'est d'essayer de prendre conscience de ces difficultés pour éviter et pour essayer de ne pas rentrer, je pense, dans ces périodes de burn-out ou de difficultés qui peuvent arriver, parce que j'en vois tellement des gens qui rentrent dans des parties burn-out. Ça, c'est un point. Le deuxième point, je pense, c'est de bien se faire entourer. Je pense qu'on ne peut pas procéder à des changements aussi radicaux que ceux que j'ai eus, et encore radicaux, ça a mis 2 ans ou 3 ans, si on n'est pas entouré et si on n'a pas des personnes qui nous veulent du bien autour de nous, qui peuvent pouvoir nous aider et auxquelles il faut aussi parfois lâcher prise et faire confiance. Quand tu as ton coach qui te dit « Oui, Géa, tu ne progresses pas, mais tu ne progresses pas parce que tu as trop de stress, parce que tu ne manges pas bien, parce que ci, parce que ça », tu as 2 choix. Soit tu lui fais un gros fuck et tu te dis « Je t'emmerde » et tu te casses et tu arrêtes de travailler avec lui, tu vas trouver un autre coach et tu vas faire du coach hopping, comme moi j'ai fait du job hopping à toute une période, et tu n'avanceras pas dans la vie. Soit tu lâches prise et tu dis, OK, je lui fais confiance à ce gars-là, et j'y vais à fond, quoi. Et 2-3 fois, j'ai été tenté d'arrêter et de dire, ouais, tu racontes des conneries, je m'en fous et je vais retomber dans ma vie d'avant. Et donc, en fait, non, parce que les bénéfices sont tellement importants. Donc, prendre conscience de ses difficultés, se rendre compte quand son corps dit non, mais c'est vraiment pas facile. Écouter les autres et puis avancer petit pas par petit pas. Je pense que ça, c'est aussi un point qui est important, c'est que faire
des changements trop importants d'un coup, c'est compliqué. Et donc, commencer par ce qui fait le plus de plaisir. Si le plus de plaisir, c'est de dire, tiens, ben, je vais changer je vais garder mon alimentation, mais aller faire un peu de sport. Ah ben, garde ton alimentation, va faire un peu de sport et vois ce que ça va, vois ce que ça change. Et puis, ben, si ça change bien et que ça change suffisamment par rapport aux envies qu'on a, ben, ok, super, nickel, tu as trouvé ton équilibre et continue dans cet équilibre-là. Si à ce moment-là, ben, tu te dis oui, ok, je suis bien, mais je pense que je peux encore être mieux, eh bien, tu vas essayer de découvrir d'autres choses et tu vas avancer petit pas par petit pas. Oui, petit pas par petit pas. En tout cas, vraiment de belles pépites, encore une fois, pour cette interview. Je trouve que personnellement, c'est vraiment enrichissant de partager les histoires de ces entrepreneurs qui ont justement eu un parcours tous différents, mais qui ont réussi à trouver un équilibre entre leur santé et leur business. Parce que, comme tu le dis, il y a trop d'entrepreneurs qui ont des idées géniales, qui sont talentueux, mais qui se brûlent. Parce que, comme tu le dis, on est probablement aussi euh, euh, influencé par cette fausse idée de si on travaille plus, ça ira mieux. Comme tu le dis, il faut pouvoir s'arrêter. Si un jour, à 2 heures de l'après-midi, on est, je dirais, KO, il faut pouvoir avoir le courage de se dire, OK, je vais faire autre chose pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, et puis ça ira mieux après et je serai plus efficace. Donc, en tout cas, un très, très grand merci d'avoir partagé tous ces éléments croustillants. Avec plaisir. Par exemple, avec moi et avec la communauté. Finalement, ceux qui ont envie d'en savoir un petit peu plus sur éventuellement pas éventuellement, ce que tu fais dans la vie avec Mobilesoft, tu es sur LinkedIn, donc je mettrai tes références sur LinkedIn pour ceux qui sont intéressés par ce que tu proposes en tant que service. Donc, si tu pouvais résumer en une phrase le service que tu proposes aux entrepreneurs. Oui, alors nous, on travaille avec des réseaux de distribution, donc des magasins, des restaurants, des magasins de vêtements, etc., des banques, des agences bancaires. On travaille avec le réseau pour l'aider à organiser son marketing digital en local. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es une enseigne, prenons Deleuze ou Carrefour, par exemple, ils ont leur marketing national qui fait des campagnes, mais chaque magasin doit aussi s'organiser au niveau local. Et donc, nous, on les aide à faire cette partie-là au niveau local. C'est ça. Et tu travailles aussi avec les fleuristes, puisque ton prochain bouquin s'appelle Marketing digital local expliqué à ma fleuriste. Donc ça, c'est un bouquin qui va bientôt sortir. Oui, j'espère qu'il va sortir pour les fêtes de fin d'année. Et l'objectif, c'est d'expliquer justement aux gérants des magasins locaux comment fonctionne le marketing digital, comment ça impacte son business et puis comment en profiter, en tirer au mieux profit pour augmenter en fait l'impact sur son business. Et l'histoire, c'est l'histoire de Lucienne que je présente dans mon livre comme étant la cousine de ma maman. C'est pas tout à fait vrai, hein, c'est une histoire romancée. Mais c'est l'histoire de Lucienne qui a un magasin de fleurs depuis toujours à Tervuren, depuis qu'elle je sais pas, qu'elle est en âge de travailler. Et là, tout d'un coup, il y a des jeunes qui débarquent et qui vont ouvrir un autre magasin, un autre fleuriste concurrent à côté, mieux placé, et qui sont un peu plus aware, comme dirait Jean-Claude, des réseaux sociaux, de Google et de Facebook, etc., qui font tout bien. Et en fait, elle se rend compte qu'elle perd des clients à cause de ça. Et un dialogue s'engage entre Lucienne et moi pour remonter la pente. Et à la fin, elle cartonne, quoi. C'est génial. Ce pitch est magnifique. Si ça n'avait pas été Voilà. un bouquin, on aurait pu le mettre au cinéma. En tout cas, pour les fêtes de fin d'année, c'est tentant. Merci beaucoup encore une fois. Je mettrai toutes tes coordonnées dans le descriptif de cette vidéo. Je vais te souhaiter une bonne fin de journée. En tout cas, Georges-Alexandre, j'ai été très, très heureux de t'avoir dans ce podcast. Prends bien soin de toi. Continue à avoir ces beaux challenges. Et je regarderai ton prochain challenge d'ici quelques mois. Parce que c'est vrai qu'il faut le temps aussi de digérer tous ces challenges. Hein. Ça ne fait que même pas un petit mois ou un peu plus d'1 mois que tu as réatterri. Ouais. Donc, c'est normal, c'est tout à fait recommandé de pouvoir un petit peu se poser. À tous et toutes, un tout grand merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel interview. Et d'ici là, n'hésitez pas à contacter Georges-Alexandre si vous avez des questions ou directement en dessous de cette vidéo. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir, merci beaucoup. Si vous avez aimé cette interview, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour être certain de ne jamais rater un seul contenu que je vous offre sur cette chaîne en tant que Health Plan Designer. Designer de planning santé. Si ça aussi ça vous intrigue, je peux vous envoyer
directement le modèle Canvas Santé que j'ai créé pour pouvoir évaluer vos priorités aujourd'hui par rapport à la santé optimale que vous voulez vous définir pour les prochaines années. En tant qu'entrepreneur, on ne peut épiloguer sa santé. On ne peut sacrifier sa santé aujourd'hui parce que tôt ou tard, on va le payer et on ne pourra plus bénéficier et profiter de cette expérience entrepreneuriale. Alors cet épisode est également sponsorisé par Platinum Europe Purium au Canada. Si vous désirez tester ces superfoods qui vous permettent de compléter votre alimentation, qu'elle soit déjà d'origine biologique, qu'elle soit déjà locale ou qu'elle soit dans les prémices d'une amélioration, les superfoods venant de Platinum Europe et de Purium Canada, États-Unis, eh bien, sont des aliments qui ont été déshydratés, des légumes, des fruits, des racines, et qui vous permettent d'avoir toutes les enzymes, tous les vitamines, tous les minéraux directement sur votre table du déjeuner, sans devoir faire de l'extraction de jus, sans devoir nettoyer votre centrifugeuse, et vous pouvez avoir tous les bénéfices là, quel que soit l'endroit où vous êtes. Donc n'hésitez pas, contactez-moi pour votre chèque cadeau de 50 € ou de 50 $ pour pouvoir profiter de ces merveilleux produits dès votre première commande. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle interview et d'ici là, prenez soin de vous.